22 septembre 1998. 6e tentative d'expulsion. Pendant de longues minutes, les gendarmes filment. Dans l'avion, elle, assise, chantonne quelque chose. Stop. 29 minutes et 26 secondes. Dani, tu serres bien fort, hein? Stop. 31 minutes et 17 secondes. Allez, ça va marcher cette fois. Stop. 33 minutes et 39 secondes. Dis Dani, il ne faut pas non plus qu'on nous remarque trop. C'est bon, on n'attire pas l'attention des passagers. Stop. 34 minutes et 38 secondes. Johnny, tu la laisses bien respirer? Ne la laisse pas trop comme ça, sinon elle va s'évanouir. Elle doit respirer, n'oublie pas. Stop. Sa tête maintenant écrasée dans un coussin, elle pliée en deux. Ils la tiennent. La maintiennent. Un genou sur son dos. Cela dure encore. Cela dure toujours. Sa tête écrasée dans un coussin, on ne voit pas son visage. On ne voit pas son visage. On ne peut pas décrire ce qui traverse nos corps et nos pensées. Quand nous observons 12 hommes blancs en train d'étouffer une jeune femme noire. On ne peut pas décrire ce qui traverse nos corps et nos pensées. Quand les hommes politiques crachent encore sur son corps éteint, en la traitant de menteuse et de putain. On ne peut pas décrire ce qui traverse nos corps et nos pensées. Donc là, dans la séquence, ce qu'on voit, ce sont les images filmées par les gendarmes au moment de la 6e tentative d'expulsion de Semira Adamou et au moment donc où Semira Adamou va être tuée, asphyxiée par un coussin qu'on lui pose, c'est beaucoup trop gentil comme mot, sur le visage en la pliant en deux et donc en l'étouffant pour l'empêcher de crier et en fait pour l'empêcher de déranger les autres voyageurs dans l'avion. Les gendarmes qui participent aux expulsions sont des gendarmes volontaires. Et c'est eux qui choisissent volontairement de participer à ces actions et ils ont des primes pour le faire. Et dans le cadre de ces expulsions, voilà, il y a une caméra embarquée où ils vont filmer tout ce qu'ils font au cas où il y a un problème, au cas où il y a un procès, pour pouvoir montrer qu'ils n'ont fait que suivre la procédure. Donc dans la tête des gendarmes au moment où ils filment, c'est vraiment pour eux une potentielle preuve si on les accuse de quelque chose. Les gendarmes vont filmer pendant 30 minutes ce qui se passe dans l'avion. Et cette vidéo est la vidéo qui va être montrée au procès 4 ans plus tard, en 2002, et qui va servir aux gendarmes à leur défense. C'est une vidéo qui va être relayée en partie par les médias. Et cette vidéo est également une vidéo dont Maya parlait dans son texte – 」 et qui l'avait beaucoup marqué. 「 「
Au départ, quand j'ai écrit le film, elle ne devait pas être présente. Parce que j'étais un peu mal à l'aise avec forcément ces images filmées par les gendarmes depuis leur point de vue, et que ce sont des images très violentes où on voit quand même la mort en acte de Semira Adamou. Et puis en montant, à un moment donné, en fait, disons plutôt que c'est par la négative, c'est si je ne montrais pas, il y a quelque chose qui n'était pas compris. Dans la mémoire collective du Belge, la plupart des gens sont au courant de cette histoire, mais dès que j'avais un spectateur qui ne connaissait pas l'histoire, les questions venaient « Ah, mais elle est morte ou pas ?» Et surtout, j'ai fait un test en mettant cette vidéo dans le montage pour la projection qu'il y a eu au Nova, au moment des commémorations. Je vais essayer pour voir comment les spectateurs réagissent. Et j'ai vraiment eu 2 échos. J'ai eu d'un côté ceux qui m'ont dit « C'est super dur, c'est hyper violent, j'arrive pas à regarder ». Ce que je comprenais, puisque moi-même, et c'était évidemment toute la question pour moi, c'était quand je montais ces images, à chaque fois, je fermais les yeux. Donc j'avais toujours cette question de pourquoi est-ce que je monte des images que moi-même, je n'arrive pas à voir si je ferme les yeux au moment où elles apparaissent, à quoi ça sert de les mettre. Et par ailleurs, c'était quelle image de Semira je montre aussi. C'est le moment où elle est tuée, c'est quand même des images d'une extrême violence, humiliante. J'avais très peur de ne pas être à la hauteur de sa dignité et de ne pas lui rendre en cinéma la dignité qu'elle avait. Enfin, avant d'être une victime, Semira Adamou, c'était une femme extrêmement forte et résistante. Et donc, j'étais en problème avec cette question. Et l'autre retour que j'ai eu, c'était non, mais en fait, c'est très important parce que ça atteste que ça a eu lieu. Et quand je me suis rendu compte que ces images-là, je ne pouvais pas faire sans, c'était comment faire avec, mais autrement. Et donc j'ai finalement opté en me disant, en fait, si je mets les images en mouvement, c'est extrêmement violent. Et par contre, il y avait peut-être quelque chose à faire en me les réappropriant et en allant au bout de la réappropriation, et donc en les arrêtant, en choisissant certaines images qui dévoilent et qui attestent, mais ne pas les montrer dans leur continuité. Pour moi, déjà, simplement, de manière sensible, c'était déjà plus regardable. 29 minutes et 26 secondes. Dany, tu serres bien fort, hein? Stop. J'ai trouvé un vieil article de l'ADH qui retranscrivait minute par minute le son de cette vidéo, que je n'avais pas. Parce que moi, dans ce que j'ai pu récupérer, il y avait jamais le son. Et donc, j'avais les mots des gendarmes retranscrits, qui étaient aussi d'une extrême violence dans ce qu'ils racontaient. Et ça ne faisait pas partie du texte de Maya à l'origine. C'est quelque chose que j'ai décidé de rajouter au montage, dans ce travail de réappropriation, et de tentative un peu de distanciation aussi, qui est à la fois attester de ce qui s'est passé, mais pas tomber dans, entre guillemets, un pathos, un truc où ça aurait plus été regardable. Et je ne voulais pas aussi que le spectateur finisse en pleurs. Si le spectateur finissait en pleurs, il ne finissait pas en force. Et donc il fallait faire ce travail de montrer et de dévoiler et de rendre compte et d'attester en respectant la dignité de Semira, et de trouver le fil ténu là-dessus à tisser. Et donc, voilà, dans cette réflexion-là, petit à petit, les images ont trouvé leur place. Et puis, à ce dernier moment où de l'arrêt sur image, on plonge dans le noir, qui est la seule réponse possible face à cet assassinat. À ce moment-là du film, c'est l'image qui meurt aussi. Et c'est même la possibilité de faire du cinéma. Parce que face à cette horreur, plus aucune image ne peut figurer et rendre compte de ça. J'ai essayé en montage, c'est très concret, c'est pas théorique. En montage, j'ai essayé de mettre des images après ça. Il n'y en a aucune qui fonctionnait. C'était toujours à côté, aucune image n'était à la hauteur de ce qui était en train de se passer. Et donc, il n'y avait que le noir possible. On ne peut pas.
décrire ce qui traverse nos corps et nos pensées. Par rapport au texte de Maya et donc à ces phrases qui arrivent dans le noir, c'est le texte d'origine. Alors on ne peut pas décrire, il y en avait plus, et il revenait sur d'autres événements aussi importants, mais qui décollaient du film et du sujet Semira, donc j'ai choisi de les enlever, et ça a été une grosse discussion avec Maya aussi, qui n'a pas été simple. Donc quand le texte en arrive là, le noir, c'est aussi ça le noir. À ce moment-là, Maya nous dit c'est l'impossibilité de dire. Et on pourrait dire presque de manière illustrative, moi j'arrête de montrer. Enfin, il y a quelque chose qui est très simple. La solution, c'était arrêter de montrer sur ces mots de Maya qui nous disent qu'on ne peut pas décrire. Et quand j'ai vu pour la première fois le montage avec le noir sur ces mots, je me suis dit, ouais, c'est ça, on a trouvé, parce que je peux vraiment entendre ce qu'elle me dit. Là, en tant que spectatrice, je ne suis qu'avec les mots. Je n'essaye pas de forcer une illustration. Et voilà, ça s'arrêtait. Donc dans le noir, il y a ces deux phrases, et la deuxième qui dit « On ne peut pas décrire ce qui traverse nos corps et nos pensées » quand des hommes politiques crachent encore sur son corps éteint en la traitant de menteuse et de putain. Ce qui s'est passé, c'est que après sa mort, comme toujours, les responsables cherchent à se déresponsabiliser et à déporter la culpabilité ailleurs. On a dit sur elle que de toute façon c'était une menteuse, que le récit de sa fuite du Nigeria n'était pas vrai, et on a dit qu'en fait elle faisait partie d'un réseau de prostitution. Et donc c'était une manière de raconter sur elle quelque chose qui, en soi, ne devrait même pas être, n'est pas problématique, même si elle avait été prostituée. En quoi c'est un problème, en quoi c'est une insulte, mais qui servait le pouvoir à se déresponsabiliser en disant, vous voyez, c'était pas une honnête citoyenne qu'on a tuée. C'est l'histoire d'une reconstruction après coup du récit pour se dédouaner de la responsabilité d'avoir tué une innocente. Et donc oui, le film il s'inscrit dans cette idée il est temps de faire mentir le pouvoir, de dévoiler la double horreur, à la fois le crime et à la fois après, les discours ignobles qui ont été tenus pour se déresponsabiliser. Et juste, je fais un lien parce qu'aujourd'hui, avec Maouda, c'est exactement ce qui se passe. Le ministre ne démissionne pas, le policier n'est pas inculpé, mais qui est en prison pour le moment? Le conducteur de la camionnette. Tout le procès se focalise sur cet homme et permet de laisser dans l'ombre et de ne pas s'occuper des véritables responsables. C'est toujours les mêmes procédés qui sont en route. Et c'est une histoire de récit, c'est une histoire de discours. C'est qu'est-ce qu'on va raconter qui va permettre de se laver les mains et de ne pas avoir à rendre compte de ce qui a été commis. Et donc il y a une vraie nécessité aujourd'hui, face à ces événements, à s'en emparer pour dire ce qui n'est pas dit ou ce qui est menti. Et le film s'inscrit vraiment dans cette volonté-là et cette nécessité.